Salut les gens, aujourd'hui vidéo sur deux choses qui me passionnent, la mode, mais vous commencez à me connaître, et le cinéma. Je suis une véritable ciné, j'ai même réalisé un court-métrage qui est en non répertorié sur YouTube. Je suis vraiment une très grande fan de cinéma, j'y vais depuis que je suis toute petite, il y a une époque où j'y allais tous les week-ends. Je suis une grande fan et je serai une grande défenseuse des salles de cinéma toute ma vie. On n'apprécie jamais un film aussi bien que dans une salle de cinéma, même si le cinéma ça coûte cher. Enfin bref, je vais pas faire une intro beaucoup trop longue, du coup on va allier mode et cinéma et je vais vous faire mon petit top 10 des films sur la mode. Disclaimer, je n'ai pas vu tous les films sur la mode dans le monde. Et à vrai dire, vous allez le voir, j'ai même des goûts assez mainstream dans ce domaine-là. Du coup, ne me tapez pas en commentaire en me disant tu n'as pas parlé de tel film, tu n'as pas parlé de ce film russe qui parle de la mode des années 20. Si vous voulez, mettez-moi les titres en commentaire et ça sera avec plaisir que j'irai faire un petit tour pour voir ces films. Et aussi, spoiler alerte, c'est un top personnel. Je m'en fiche honnêtement si vous me dites oh mais tel film t'aurais dû le mettre en numéro 1, ah non mais ce film là je comprends pas pourquoi tu l'aimes, t'aurais dû le mettre plutôt en 10e position, voire pas le mettre du tout. Ce sont mes goûts et moi je vous partage juste des films que j'ai aimés et que j'espère que vous allez aimer aussi et vous faire découvrir un peu des films sur la mode et j'espère qu'en commentaire vous allez aussi me faire découvrir des films. Assez parlé, la vidéo. Et cette vidéo en fait s'inscrit dans le cadre que House of Gucci sort le 24 novembre prochain au cinéma, film que j'ai hâte de voir et si je l'avais vu pendant que je tournais cette vidéo, il serait sûrement dans mon top parce que ça s'annonce très bien. Et du coup on va commencer par les mentions honorables. La seule et unique mention honorable, parce que c'est une série, c'est la série Girl Boss sur Netflix. Je voudrais ceci. On dit 8, ça vous va? Pas question, sur l'étiquette c'est 12. 9, ça va? Et je vous donne un truc pour faire des affaires. Entendu. Alors, c'est quoi votre truc? Ceci est un blouson de motard original en cuir de veau Est-Ouest des années 70 et en parfait état. Alors, sachez ce que valent vos trucs. Vous venez de vous faire avoir. Ok, continuez. Sous-estimez-moi. J'ai absolument tout sous mon contrôle. Je voulais quand même vous parler de cette série car qui retranscrit le bouquin que je vous ai déjà parlé, Girl Boss de Sofia Amoruso, qui retrace du coup une partie de sa vie et je vous avais dit dans cette vidéo que si vous aimez pas lire, il y avait cette série qui était un petit concentré du livre et qui est vraiment super bien réalisée. Les acteurs et actrices sont vraiment très bons. Et ce qui est bien dedans, c'est toute la photographie, tout l'univers, toute l'ambiance qu'il y a. Je sais pas, j'aime beaucoup, il y a des couleurs très chaleureuses, les lumières sont très bien travaillées, la photographie, les tenues présentées, tout est assez bien travaillé dans cette série. Après, Netflix, quand ils produisent des séries, des films, c'est rarement mauvais, et même quand c'est mauvais, c'est souvent même très beau quand même. Si vous n'aimez pas lire Girl Boss, je vous conseille alors la série. Et je sais que beaucoup préfèrent les séries aux films. Moi je préfère quand même les films parce qu'il y a un début, une fin et basta. Il n'y a pas saison 3, 5, 10 qui durent en longueur. Walking Dead, on te voit. C'est la petite mention honorable. Mais commençons ce top 10. En 10e position, Le Diable s'habille en Prada. Comme ça et on a Non, ça n'est pas ce que j'ai demandé. Je ne pouvais pas être plus claire. Vous voilà, Emily. Combien de fois je dois vous appeler avant que vous répondiez? À vrai dire, c'est Andy. Je m'appelle Andy. Andrea, mais tout le monde m'appelle Andy. Le Diable s'habille en Prada, sorti en 2006, est un classique. C'est un film sur le milieu des magazines de mode, avec Meryl Streep qui joue un peu une caricature de Anna Wintour, même si, selon beaucoup de témoignages, le personnage n'est pas si caricatural que ça. Ça reste un film culte qui est bien réalisé. Les acteurs et les actrices, Meryl Streep et Anna Thaoué, sont quand même très doués dans leur rôle. Elles jouent à la perfection. Pourquoi aussi bas dans le classement? Parce que je trouve qu'il a un peu mal vieilli. Alors oui, le milieu de la mode est un milieu où on se prend vraiment beaucoup au premier degré pour quelque chose d'aussi artistique. Mais beaucoup de choses ont évolué depuis et je trouve que maintenant c'est plus une représentation aussi caricaturale de la mode, en tout cas des magazines de mode. Je devais aussi le mettre dans le top parce que c'est un classique et il est fun. Vous savez pas quoi regarder et vous voulez un truc sur la mode. Le Diable s'habille en Prada. Dans la même veine, il y a Les Confessions d'une accro au shopping que j'ai nettement moins aimé. Beaucoup l'ont adoré ce film, mais moi j'ai eu un peu plus de mal. Et pour le coup, pour les amoureux des livres, Le Diable s'habille en Prada et Les Confessions d'une accro au shopping existent également en livre. En numéro 9, McQueen. They told him it was impossible, and he said, no, it's not, you can do it. And that's what he did. He did the impossible. This is what I was born to do. The fragility of life. We can all be discarded quite easily. You're there, you're gone.
Alors McQueen, sorti en 2018, c'est un film documentaire sur Alexander McQueen qui m'avait marqué à l'époque parce que je pense que c'était une des premières fois que je voyais un documentaire sur un personnage, sur une figure iconique de la mode. Il y aura un autre documentaire mais je vous en parlerai un peu plus tard. Et McQueen, je trouve ce reportage très touchant. Déjà j'aime beaucoup le travail d'Alexander McQueen, il a fait des choses magnifiques, très extravagantes, très waouh. Lady Gaga pour moi sera la Lady Gaga des années 2008, 2010, 2012. Icône d'Alexander McQueen, elle a porté beaucoup de ses créations et ce n'est pas pour rien, elle était vraiment dans un univers très gaga. Et vraiment ce reportage très touchant et ça rend triste. Alexander McQueen n'aurait jamais dû se suicider, c'était quelqu'un de talentueux. Mais voilà, et comme ça on en apprend un peu plus sur la vie de cette figure iconique de la mode. C'est aussi un documentaire extrêmement bien réalisé. Je dirais un peu classique sur la forme mais beaucoup de documentaires sont assez classiques sur la forme. Je trouve que McQueen est très bien réalisé. En 8ème position, Zoolander. C'est un défilé réglo. On suit les codes de la vieille école. Le premier modèle fait son passage, le second modèle le copie, puis ajoute sa touche perso. Bien, alors les mecs, c'est quand vous voulez. Tu as le privilège de l'âge, vieille pique. Comme tu voudras. On y va. Zoolander sorti en 2001 et une suite sortie en 2016. Alors je n'ai pas vu la suite et je pense que je regarde la suite. Mais si vous aimez l'humour absurde, Zoolander est totalement ma cam. C'est l'histoire d'un mannequin qui a une pose iconique. C'est drôle, c'est fun. Justement beaucoup de films, quand on compare au Diable s'habille au Prada qui a une comédie aussi, bah c'est pas du tout dans l'absurde, c'est certes une caricature du milieu de la mode, mais ça reste très lisse, ça prend pas trop de risques. Alors que ici on tente des choses incongrues. À la fois incongru, mais à la fois, ça serait pas étonnant que dans l'univers de la mode ça se passe aussi comme ça. C'est fun, c'est super drôle, les acteurs et actrices, les deux acteurs principaux, vous les connaissez tous, ils ont joué dans les Nuits au musée, ils ont joué dans plein de films comiques. C'est un très bon duo en plus ces deux-là. Ils sont hilarants et l'absurde leur va très bien. Après, l'humour absurde, c'est un humour, ça ne plaît pas à tout le monde. Vu que ça part vraiment très décalé, il faut vraiment pas prendre ça au premier degré, il faut vraiment se détacher de notre conception de la vérité du monde pour apprécier l'humour absurde et justement connaître les codes. Je n'ai pas vu le 2. Des extraits, ça a l'air fun, mais j'ai peur que ça prenne pas autant de risques qu'en 2001. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vu, le 1 et le 2, et dites-moi ce que vous en pensez. Et en plus, si vous aimez pas les films sur la mode, déjà, comment vous êtes tombé sur ma vidéo? Je pense que ce film peut quand même vous faire rire, parce que y a pas besoin de trop connaître l'univers de la mode, en tout cas juste les grandes lignes pour apprécier le film et bien rire. En numéro 7, spoiler alert, je risque de mal le prononcer. Phantom Thread, sorti en 2017. Elles étaient là. Des secrets. Bonjour. Vous voulez bien dîner avec moi? Oui. J'ai l'impression de t'avoir cherché pendant une éternité. Tu es vraiment très belle. Très belle. Je voudrais accomplir des choses qui me seraient impossibles sans toi. Reynolds a exaucé tous mes rêves et je lui ai offert ce qu'il désirait le plus en retour. Tout mon être. Le film en lui-même est magnifique. Les vêtements créés sont très beaux. L'histoire est chouette aussi. J'avais beaucoup aimé, j'étais allée voir en salle à l'époque. Et vraiment, s'il est en 7ème position, c'était vraiment pour sa photographie, sa mise en scène que je trouve excellente. Mais pourquoi ce film n'est pas plus haut dans mon classement? Je le trouve un peu chiant comme la pluie. Je sais pas si à l'époque j'avais besoin de plus d'action et je devrais peut-être le revoir aujourd'hui, mais j'ai trouvé le scénario très pâteau, les acteurs ils sont pas mauvais, les acteurs et actrices ne sont pas mauvais, mais je trouve que leur jeu juste, hein. Mais après la photographie, la mise en scène, les costumes, c'est vraiment ça qui fait en sorte qu'il est un peu plus haut dans le classement comparé à d'autres, et je voyais mal le mettre en dessous de Zoolander parce que Zoolander c'est très drôle, faut pas déconner, pour pas le mettre au-dessus de ça, que je vous conseille quand même de voir. C'est onirique, mais c'est pas un film d'action, hein. C'est un peu soporifique je trouve. À vous de vous faire votre propre avis dans tous les cas. Numéro 6, et je pense que personne ne s'y attend, c'est le documentaire Zaya de ZAA.
la mode, c'est quelque chose de très très important. C'est un personnage romantique. C'est une femme sortie d'une autre planète. Zaya de ZAA est sortie en 2013 et déjà à l'époque Zaya était connue non pas pour la mode mais pour la bimbo que c'était, d'avoir été une proxénète, soi-disant qu'elle avait couché avec Franck Ribéry. Mais honnêtement moi je la connaissais pas plus que ça la petite dame, hein. C'était vraiment les stéréotypes qu'il y avait autour. Et en tombant sur ce documentaire qui parlait de sa marque de lingerie, qui je crois n'existe plus malheureusement parce que honnêtement elle faisait du très bon travail, on voit que c'est une fille qui est pas si bête que ça, déjà numéro 1, et en plus d'une douceur et d'une gentillesse, peu importe si cette femme est couchée avec what 1000 personnes. C'est bien la preuve qu'il ne faut jamais juger le passé d'une femme, son passé sexuel pour définir la personne. Ce documentaire qui est extrêmement bien réalisé et qui a un titre incroyable, je trouve que Zaya de ZAA c'est super bien trouvé, retranscrit vraiment bien comment elle a quand même travaillé pour sa marque de lingerie, comment elle était passionnée. Je trouve qu'il y a des très jolis plans, ça reste un documentaire, c'est assez classique sur sa forme, mais j'ai trouvé entraînant déjà à l'époque, j'étais vraiment captivée par ce que je voyais. J'ai honnêtement apprécié le personnage de Zaya, et je trouve que Zaya, qui est une bimbo, j'ai répété beaucoup de fois le mot bimbo, est une bimbo, mais elle est pas bête, elle est pas méchante, et elle fait ça pour elle. Et beaucoup ont du mal à se dire, et beaucoup de personnes pourraient la critiquer sur son physique, sur son parcours. By the way, elle a travaillé, elle fait les choses comme elle veut, et she's free. Et franchement, ce documentaire, je vous le conseille, il est très haut dans mon classement parce que c'est un coup de cœur, c'est très, voilà, c'est très subjectif, hein. C'est un classement personnel, de toute façon. C'est très subjectif, mais c'est un film qui m'a touché en plein cœur. En 5e position, la fast fashion, les dessous de la mode à bas prix, par Arte. Oui, je vous ai déjà parlé de ce documentaire dans Comment se renseigner sur la slow fashion, que je vous mets dans le petit i. Pitié que je me trompe pas de sens cette fois-ci, mais je crois que c'est là. Je sais jamais c'est où ce i. C'est un documentaire important à voir dans notre monde. Je pense que s'il y a un documentaire qu'on doit voir là en 2021, c'est celui-là. Parce que faut qu'on se réveille. Je comprends pas comment à l'heure actuelle l'essor de la seconde main, de la slow fashion puisse augmenter, mais qu'en même temps des marques comme Shein, Boo continuent d'exploser leur chiffre d'affaires, leurs bénéfices, toute l'horreur qu'il y a derrière. Pendant longtemps j'avais un discours de l'écologie, chacun avance à son rythme, il faut pas nous faire culpabiliser, etc. Et je pense déjà de 1, il faut choquer pour éveiller les consciences, et de 2, c'est pas pessimiste en disant ça, mais il est trop tard, on va arriver à la fin de notre civilisation. Mais si on peut la retarder de quelques années, ça serait vachement chouette, et du coup peut-être se mettre un moment, bah l'écologie c'est peut-être pas plus mal, et quand on aime la mode, ça passe aussi par notre garde-robe, et le meilleur moyen de savoir comment, c'est de s'éduquer. Pourquoi faut qu'on consomme différemment? Parce qu'il y a des conditions de travail qui sont ignobles, parce qu'on utilise des matières extrêmement polluantes, comment fonctionne le modèle économique. Pour une personne lambda, c'est totalement lunaire, et je peux comprendre que des gens n'ont pas envie de se mettre dans la slow fashion, parce qu'ils trouvent pas le mal à acheter du Zara, ils comprennent pas le mal à acheter chez Shein. Et ce qui est bien avec le documentaire de Arte, c'est qu'il est pas du tout culpabilisateur, il explique quand même d'où naissent un peu ces marques, notamment avec le groupe Adidex, le groupe qui détient principalement Zara. D'où ça vient, parce qu'à la base c'était pas une mauvaise idée, ça reste quand même une idée qui était vachement chouette, mais comment il y a eu des dérives, comment ça se passe quand on nous livre un colis, c'est dingue comment ça brasse plein de choses, comment sont faits nos vêtements, dans quelles conditions, avec quelle matière, mais pourquoi cette matière n'est pas bonne alors qu'on nous dit qu'elle est bonne. Voilà, comment ne pas se faire avoir par le greenwashing. C'est important, ce documentaire est important, très bien réalisé, mais je pense que si vous connaissez les documentaires d'Arte, vous le savez, ils sont très bons là-dedans, ils ont des très bons documentaires sur divers sujets. En 4e position, Fleurs du désert. Une nuit, c'est clair? On est toujours à la recherche de nouveaux visages, alors voici ma carte, prenez-la. Pourquoi on veut devenir mannequin? Être mannequin, c'est mieux que faire le ménage. Tu sais marcher? Oh, non, c'est affreux. Enlève ça. Si on réussit ce coup-là, ça changera ta vie. Ils veulent m'envoyer faire des glands défilés, c'est beaucoup d'argent. Yes! Quand on est femme respectable, on fait pas. De quoi tu parles? Alors, ils t'ont rien coupé du tout? Parlez-moi du jour qui a changé votre vie. Quand j'étais petite fille, je disais que je ne voulais pas devenir une femme.
Pourquoi, si c'est pour être si malheureuse? Essayons de changer ce que signifie être une femme. Fleur du désert est sorti en 2009 et je vous avoue que moi je n'ai pas connu Fleur du désert avec le film, mais avec le livre du même nom. C'est une autobiographie. Il parle d'une mannequin soudanaise. Ah non. J'ai un trou de mémoire, je sais pas si elle vient du Soudan, de la Somalie. Somalienne, c'est bon, je suis sûre. Ça parle d'une mannequin somalienne, qui va partir de son pays pour arriver en Angleterre et comment elle va devenir mannequin. C'était émouvant. Le livre en tout cas est très émouvant. On parle aussi de l'excision parce que c'est une femme, Waris Diaris, si j'ai bien prononcé, est une femme qui s'est fait exciser. Dans le livre, c'est atroce parce qu'on nous explique un peu trop dans les détails comment c'est pratiqué, mais je pense que c'est important de savoir que ce n'est pas une pratique toute belle, toute rose qui est pour garder les jeunes femmes vierges et comme la rosée du matin, je sais pas vers quoi je m'emporte. C'était très émouvant et son parcours est inspirant, fascinant. Pourquoi elle est partie de son pays, et elle précise bien qu'elle aime sa famille, elle ne leur en veut pas pour ce qui s'est passé, et c'est vraiment une très belle histoire et le film est très très chouette. Évidemment ça ne va pas dans les détails comme dans le livre, forcément on adapte un média à un autre média, on peut pas tout retranscrire, ce qui est normal. Et c'est vraiment bien réalisé, c'est un très beau film. Je dirais que par contre il est assez classique dans sa photographie, il n'y a pas de grosses prises de risque comme les 3 premiers que je vais vous parler. Mais ça reste un très bon film, avec des très bons acteurs, des très bonnes actrices, et l'histoire et le scénario qui vient du livre. Mais très très bonne histoire de la vie de cette jeune femme qui a un parcours très inspirant et très émouvant. On arrive dans mon top 3. Numéro 3, Cruella. Dès mon plus jeune âge, j'ai compris que je voyais le monde différemment des autres. Au grand déplaisir de certaines personnes. Mais cela m'était bien égal. Je suppose qu'elles avaient peur que je sois une psychopathe. Cruella, mais le film de 2021 avec la femme de ma vie, Emma Stone. Je ne pensais pas du tout que Emma Stone pourrait faire une bonne Cruella. De tous les acteurs et actrices sur cette planète, je ne voyais pas Emma Stone jouer Cruella. Et pour autant, elle est excellente. Et c'est un très bon film sur la mode. Vous avez vu les costumes dans ce film qui retranscrit bien la différence entre la baronne et Cruella, le classicisme et l'avant-gardisme. Ça se passe à Londres, il y a le côté un peu inspiration punk. C'est vraiment très bien réalisé. L'histoire est top aussi, je trouve qu'elle est très prenante. Et vraiment Disney pour enfin a compris que voilà, on veut pas des héros tout le temps, quand le méchant il est méchant, bah il reste méchant. Mais on lui donne un background qui est assez intéressant, on lui met pas une histoire d'amour, même si à un moment il y a un petit flirt avec un personnage, mais ça s'arrête là. C'est vraiment très très chouette, il y a plein de références à des couturiers connus, des marques connues. Et c'est vraiment très très chouette, et moi j'ai adoré, j'ai eu un petit coup de cœur quand même pour Cruella. Il était trop haut dans mon classement parce que j'ai peut-être pas encore pris de recul parce qu'il est sorti récemment. Cependant, je trouve très très bien, c'est un des meilleurs live action que je pense Disney nous ait proposé depuis longtemps. Parce que honnêtement, Maléfique, La Belle et la Bête, ils sont nuls. Mulan, je l'ai pas regardé parce qu'on me fait pas tourner des trucs dans des camps de Ouïghours. Je pense que ça faisait longtemps que Disney n'avait pas sorti quelque chose de bien. Cependant, j'ai appris qu'il allait avoir un Cruella 2. Aucun intérêt. La fin se finissait très très bien. La scène post-générique est un clin d'œil au sang damasien et c'était très mignon. Et c'est bon, c'est fini. Pourquoi faire un 2? Vous allez raconter quoi? Et si vous avez vu la scène post-générique, me dites pas qu'ils vont faire ce que je pense. En numéro 2, Yves Saint Laurent de 2014. Vous ne vous sentez pas trop jeune pour diriger la plus grande maison de haute couture française? Peut-on savoir ce que vous comptez faire pour votre premier défilé? Comment vous sentez-vous maintenant? Je ne peux pas dire tout ce que je ressens, mais je ferai de mon mieux, et ce, jusqu'au bout. Ça, je peux en faire le serment, oui. Je suis seule. Je serai toujours là pour toi. Je veux pouvoir dessiner, je veux pouvoir créer en toute indépendance. J'essaie de m'exprimer, mais si on m'en empêche, je vais mourir.
Et je dis bien Yves Saint Laurent, pas Saint Laurent. Alors bah du coup j'ai appris un peu qui était Yves Saint Laurent, parce que à part sa marque je connaissais pas tant que ça honnêtement. Ça m'a fait découvrir Pierre Ninet. Non c'est faux, Pierre Ninet je l'ai connu dans LOL. Pierre Ninet en Yves Saint Laurent, c'était une évidence, cette classe, cette élégance, et tous les acteurs et actrices sont très bons, la photographie dans ce film est magnifique, bah les costumes, bah, c'est Yves Saint Laurent. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est qu'on ne met pas Yves Saint Laurent en tant que héros, il a jamais rien fait de mal, il est incroyable. Non, on voit aussi tous les travers que Yves Saint Laurent avait, tous ses démons, toutes ses ombres, et ça rend le film très très bon. Il y a de la bonne musique, une belle photographie. Voilà, avis sur la mode à voir, c'est Yves Saint Laurent, il est vraiment top, il est bien fait. Et en dernier, on le sait, you know what I mean, The Neon Demon. Je vois 20 ou 30 filles débarquer ici chaque jour, venant toutes de bleds paumés avec les mêmes rêves de célébrité. Et elles sont toutes belles. Toi, tu vas être sublime. Elle est tout. Elle a ce truc. Regarde, Jessie. C'est de quoi j'ai l'air. Les femmes tueraient pour me ressembler. Tu sais comment ma mère m'appelait? Oh mon dieu que j'aime ce film. Le scénario est audacieux, ça va parler de mannequinat et là pour le coup c'est à la fois surréaliste et quand vous connaissez la fin c'est voilà, mais en même temps très réaliste, cette rivalité qu'il peut y avoir entre les mannequins, la jeune beauté naturelle, la vieillissante, celle qui s'est fait refaite, les acteurs et actrices, notamment les actrices parce que c'est vraiment les femmes qui sont mises en avant dans ce film. Qu'est-ce qu'elles jouent bien, qu'est-ce qu'elles sont excellentes, qu'est-ce qu'elles sont belles en parlant de beauté. Moi dès qu'on me met des néons roses et bleus, je suis contente. Des néons roses et bleus dans The Neon Demon, il y en a partout. J'adore, 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 j'adore. La photographie dans ce film, quand on parle du milieu de la mode, je trouve ça quand même important d'avoir une jolie esthétique et on ressent bien la patte du réalisateur dans ce film, dans tous les cas, c'est un peu son dada, les néons, elle appelle la Suspiria. C'est beau, les plans sont travaillés, ils sont logiques, ce film est excellent, il fait partie même de mes films préférés, toutes catégories confondues. Après, The Neon Demon, c'est pour un public averti, je ne veux pas que des personnes de moins de 12 ans au moins regardent ce film. On touche à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Moi quand je parle de cinéma, je pense que vous l'avez remarqué, je suis très passionnée, très vivante. Je pense que j'ai même parlé un peu vite à certains moments et je m'en excuse d'avance. Quand on sort tout ça, je peux un peu perdre ma langue. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, qu'est-ce que vous faites encore là? En tout cas, j'espère que vous avez découvert des œuvres et que vous allez découvrir des œuvres vachement chouettes. Faites-moi aussi découvrir des œuvres cinématographiques ou des séries en commentaire. Je vous dis à la prochaine. Salut les gens!